Pour vous, c'est une tragédie occultée, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu en parler. Quand je dis on n'a pas voulu, les autorités françaises ont préféré, ont essayé en tout cas de ne pas trop parler de ces camps oui, on peut dire, qui étaient des camps de la honte. Sans aucun doute, pendant la guerre, c'est indéniable. Cette réalité de la guerre, cette réalité véritablement stratégique, centrale, constitutive de cette guerre, en termes de stratégie, d'un point de vue militaire comme politique, n'a jamais été évoquée dans la sphère publique. Il aura fallu une fuite dans la presse pour que finalement la réalité de ces camps éclate au mi-temps de la guerre, en avril 1959. Mais jusque-là, on n'en avait jamais entendu parler en métropole comme en Algérie, puisque ces camps étaient situés le plus souvent dans les zones les plus reculées, dans les zones rurales, dans le Djebel, sur les hauts plateaux. Donc voilà. Et donc le principe, c'était vraiment de prendre toutes les familles dans les villages et de les obliger à s'installer dans ces camps qui étaient donc tenus par les autorités françaises. Et l'objectif, vous l'avez dit, c'était politique, puisque c'était pour couper le lien de ces paysans avec les indépendantistes. Voilà. Alors l'objectif, il est d'abord militaire. Ce sont des militaires qui mettent en place cette stratégie dite de repli de la population qu'ils avaient déjà appliquée en Indochine, très peu de temps auparavant, juste avant en réalité, si bien que ce sont les mêmes officiers et les mêmes soldats d'élite qui, à peine avaient-ils quitté le territoire indochinois, arrivaient en Algérie et tentaient de mettre en place les mêmes tactiques, dont celle-ci, qui répondait à un double objectif. D'une part, effectivement, empêcher ces populations rurales éparpillées dans le Djebel d'apporter leur soutien logistique, matériel aux Félagas, donc les maquisards, Les maquisards, oui, effectivement. Et par ailleurs, faire de ces populations, et ça c'est venu plus progressivement, et c'est là que l'enjeu devient politique, des alliés de la France. C'est-à-dire de les convaincre de leur intérêt à suivre le modèle occidental, si on veut le qualifier comme ça. Et d'ailleurs, après, c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout un suivi médical, aussi une volonté de scolariser ces enfants, ces petits Algériens, petites Algériennes. Mais au début, enfin, là, il y a des témoignages, notamment des soldats français qui arrivent et qui découvrent les camps, qui découvrent une pauvreté, enfin, un dénuement. C'est l'horreur au début. Alors pourquoi c'est pas fait exprès? C'est parce que les autorités françaises ne savent pas organiser ces camps, n'arrivent pas à aider ces familles. Comment ça se passe? Ce qui est absolument certain, c'est qu'effectivement, cette stratégie a été menée dans le plus grand aveuglement. À aucun moment, il semble qu'il y ait eu un regard global qui ait été posé sur elle, le sentiment que les autorités françaises contrôlaient la situation. C'est de toute façon une caractéristique de cette guerre, comme de la guerre d'Indochine, que l'armée française n'en faisait un peu qu'à sa tête, en réalité. C'est elle qui décidait elle-même de ses choix. Et finalement, la classe politique en était informée en second plan, dans un second temps, pardon. Donc oui, il y a une forme d'aveuglement, il y a une impéritie totale, un manque de moyens, à tous égards. Donc ces gens, effectivement, sont arrachés à leur foyer. Lesquels foyers sont le plus souvent ensuite détruits, brûlés, pour empêcher que les maquisards ne s'en emparent et ne s'y logent et ne profitent des vergers, des champs, des cheptels, etc. Donc tout est brûlé, le plus souvent en tout cas. Et puis et voilà, donc les gens se retrouvent parfois derrière des barbelés, c'est pas systématique, mais en tout cas concentrés dans un espace qu'on appelle centre de regroupement, un terme qui ne veut strictement rien dire. Qui ne veut rien dire, avec des familles, hein, on le répète, beaucoup de familles, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Essentiellement même. Essentiellement, et ils ont tout perdu. Et oui, en plus, on se retrouve avec des militaires qui sont chargés de famille, on peut se dire que c'est complètement décalé. Et en Indochine, c'était exactement le même process, c'était aussi des femmes, des enfants dont ils devaient s'occuper. C'est-à-dire que comme les hommes étaient pour la plupart d'entre eux sur le front, celui de la guérilla, nécessairement les personnes qui étaient, je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin en tout cas arrachées à leur foyer, ça c'est sûr, étaient pour l'essentiel des femmes, des enfants, oui, et puis des personnes âgées qui n'étaient pas combattants. Alors, on l'a dit quand même, il y a eu des fuites, je ne sais pas, mais en tout cas, on savait ce qui se passait, même si ce n'était pas extrêmement raconté. Michel Rocard, voilà, qui à l'époque n'était pas le Michel Rocard, homme politique, il était tout jeune, inspecteur des finances. Il part là-bas, il note, il fait un rapport de 23 pages, et là, c'est là que rien. Ou presque. Oui, alors il y a quand même d'abord un scandale, puisque effectivement c'est son rapport, cette fameuse note que vous évoquez, qui a fuité dans la presse. Et là, le scandale politique a été
énorme. Enfin, il y avait eu, d'après Rocard, un débat fracassant à l'Assemblée nationale. L'ONU avait formulé, tout de même rédigé un mémorandum dans lequel elle désignait explicitement... Oui, et puis dans toute la presse, c'est repris. Quand je dis ça se passe rien, c'est qu'après, c'est très lent. Mais effectivement, tout le monde entier s'en émeut quand même. Oui, effectivement, la presse étrangère se saisit du sujet, etc. Mais pour autant, comme vous venez de le dire, il ne se passe rien véritablement, puisque cette politique se maintient jusqu'au bout de la guerre.